Je vous souhaite la bienvenue, puis on va démarrer ce webinaire qui est consacré à la professionnalisation sur la passation de marché. Voilà, de la professionnalisation de la commande publique et le renforcement des capacités dans ce domaine. Voilà, aujourd'hui, il y a notre équipe, quelques membres de l'équipe de CETIM qui sont avec nous et j'ai le plaisir de vous les présenter avant de commencer, si vous voulez ouvrir vos caméras. Alors, Madame Brissonneau, qui est la coordonnatrice pour l'Afrique centrale, Madagascar et Haïti, Monsieur Jean-Michel Delagrave, notre directeur des services professionnels, Monsieur Joey Lefebvre, qui est coordonnateur pour tous les contrats et développement d'affaires, et notre coordonnateur, Monsieur Arquette, Jonathan, qui est responsable de technologie, de département de technologie de l'information. Alors, bienvenue à tous et on démarre cette présentation, comme je disais. Petite présentation de moi-même, directeur général, président directeur général de CETIM International. Pour résumer un peu, j'ai œuvré dans le monde du développement international depuis presque 30 ans et la même chose que j'ai passé plusieurs années aussi à CETIM en commençant comme consultant et gravir les échelons jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai donné plusieurs formations. Je suis aussi chargé de cours à l'Université de Québec à Montréal et donc, vous aurez l'occasion de voir ma bio, mais grosso modo, vous avez un petit aperçu. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est un peu la professionnalisation de la commande publique et le renforcement des capacités. Comme vous savez, la passation de marché est un élément pilier de la gouvernance publique et donc, il faut s'acheminer vers la professionnalisation de ce métier-là parce que je le considère comme métier et je milite entre guillemets depuis plusieurs années pour qu'on se dirige vers la professionnalisation et le considérer comme métier à part. Donc, la présentation va couvrir un peu, voir quel est le contexte actuel, quels sont les défis à relever, les changements qui sont opérés actuellement, les risques liés à la commande publique, la professionnalisation en tant que telle, qu'est-ce que ça comporte, qu'est-ce que ça signifie, les accréditations dans la passation de marché. Et si on a le temps, je vais aborder la formation de formateurs et la gestion des accrédités. Donc, le contexte actuel, c'est que les achats de biens et services, que les administrations accomplissent leur mission, c'est toutes les administrations, peu importe le pays, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, les administrations publiques vont acquérir des biens et des services pour répondre aux besoins de leurs citoyens. Donc, il faut offrir des services aux citoyens, puis pour offrir ces services, il faut des bâtiments, il faut acheter du mobilier, il faut construire des routes, il faut construire des hôpitaux. Donc, il y a beaucoup de services qui sont offerts par les gouvernements à leurs citoyens et ces services, il va falloir acquérir des biens et services pour accomplir cette mission. C'est ce qu'on appelle la commande publique. Donc, c'est ça la commande publique. C'est aussi cette fonction qui est un pilier de la bonne gouvernance parce que une commande publique qui se passe dans les règles de l'art va donner un indicateur sur une bonne gouvernance d'un pays. Donc, c'est pour ça qu'on parle d'un pilier de la bonne gouvernance parce que ça donne une idée sur la santé de la bonne gouvernance d'un pays si la commande publique se passe dans les bonnes, selon les règles et qu'il y ait moins de plaintes, qu'il y ait moins de problèmes dans l'attribution des marchés et ainsi de suite. Donc, ça a une importance tant au niveau national qu'international parce qu'une bonne façon d'acquérir les biens et services, ça va donner de la confiance pour les fournisseurs parce qu'il faut pas oublier que quand le gouvernement lance des appels d'offres,
il faut qu'il y ait le plus de concurrence pour respecter les principes de passation de marché qu'on va voir plus tard. Il faut que les fournisseurs aient confiance dans le système de passation de marché d'un pays et ça va augmenter la concurrence parce qu'il va y avoir plusieurs soumissionnaires qui sont compétents, qui ont des bons produits, des bons consultants, des bons services à offrir. Et ça, c'est dans l'intérêt général. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une commande publique saine et qui respecte les règles de l'art. N'oublions pas non plus que la passation de marché et la commande publique en général, c'est un poids énorme sur les finances publiques et ça représente plusieurs milliards. Et selon l'OCDE, ce poids financier, il va représenter entre 12 et 20% du produit intérieur brut d'un pays. Donc, vous imaginez les milliards de dollars, de francs CFA, peu importe, d'euros, qui sont consacrés à la commande publique. C'est énorme et c'est pour ça qu'il faut que les acquisitions se fassent selon les règles qui sont établies. Donc, voilà un peu le contexte. Les défis à relever, c'est l'efficacité et l'efficience. Il faut que ce processus d'acquisition que les gouvernements vont réaliser respecte le principe d'efficacité et d'efficience. L'efficacité, c'est d'acquérir le bon produit, recruter le bon consultant et en même temps être efficient dans ce processus, c'est-à-dire quels sont les moyens qu'on va utiliser pour acquérir ces produits et services. L'exemple le plus banal, on veut acheter des bics, des stylos, on ne va pas utiliser un appel d'offres international pour acheter des bics, à moins que ce soit une commande de 500 millions de bics. Là, c'est différent. Mais acheter des rames de papier pour le ministère, on ne va pas faire un appel d'offres international. C'est une procédure qui est lourde, qui demande des ressources, qui demande du temps. Alors, on va acheter des rames de papier, mais finalement, on a utilisé des moyens extraordinaires pour acquérir ces rames de papier. Donc, on est efficace parce qu'on a acheté ce qu'il fallait, mais on n'est pas efficient puisqu'on a utilisé des moyens surdimensionnés pour acquérir ce bien. Donc, c'est ça la notion d'efficacité et d'efficience, c'est est-ce qu'on acquiert ce qui doit être acquis, qui répond à notre besoin. Donc, c'est ça l'efficacité, c'est on achète quelque chose qui répond à notre besoin, mais en même temps s'assurer que le processus d'acquisition est un processus qui n'est pas très coûteux. La transparence, très important. Il faut que les ARMP, les unités de passation de marché soient la plus transparentes possible parce que c'est ça qui donne la confiance au public, aux fournisseurs. Et comment ça se traduit, cette transparence, déjà par la publication d'un avis d'appel d'offres, par exemple. Donc, on sait que le ministère du Plan, le ministère de l'Éducation va acquérir 500 000 livres pour la rentrée scolaire 2022-2023. Donc, ça fait partie de la transparence. On annonce qu'on va acquérir et que c'est ouvert à tout le monde. Donc, ça fait partie de la transparence. La publication des résultats. Quand on va accorder ou l'adjudication d'un contrat, ben, on publie qui a gagné ce contrat. Donc, ça fait partie de la transparence. C'est très important. Il y a des nouveaux codes des marchés publics. On voit depuis quelques années un mouvement vers la révision des codes des marchés publics dans les différents pays. Si on prend un peu la région de l'UMOA, par exemple, où on essaye d'harmoniser les différents codes des marchés publics, la Banque mondiale, depuis 2016, ils ont revu leurs directives. Donc, vous voyez, ça change, ça bouge. Donc, il faut s'adapter continuellement à l'évolution de ce domaine. Et quand on parle de directive des bailleurs de fonds, donc nouvelle directive, voyez la Banque mondiale maintenant, selon les directives 2016 et qui s'appliquent au projet, à partir de là, c'est des 7 principes fondamentaux qu'il va falloir respecter dans la passation de marché.
value for money, donc ce n'est pas nécessairement le moins cher qu'on va acheter, mais le produit qui a un bon rapport qualité-prix. L'économie, donc essayons d'utiliser les meilleures façons de faire, l'intégrité dans ce domaine, l'adaptation aux objectifs, donc l'objectif qu'on veut atteindre, donc utiliser les bons moyens de passation de marché, l'efficience dont j'en ai parlé, la transparence dans ce domaine-là, l'équité, c'est-à-dire traiter tous les fournisseurs sur un pied d'égalité, ne pas faire de favoritisme, etc., etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans le cours de passation de marché en lui-même. Je vous invite à regarder notre programmation où vous avez un cours spécial de 2 semaines juste sur la passation de marché et voir un peu rentrer dans les détails. Donc, dans le webinaire, on n'a pas le temps d'aller en profondeur, mais je vous donne les grandes lignes sur certains éléments et à vous de les approfondir par la suite en vous inscrivant à un séminaire ou en suivant d'autres formations. L'évolution des marchés, ça aussi, c'est un élément à surveiller dans le sens où les technologies avancent. Il faut avoir une idée, donc faire un peu comme une veille technologique. Avant de lancer un appel d'offres, il faut regarder qu'est-ce qui est offert sur le marché afin de bien rédiger, par exemple, de bien rédiger son cahier des charges ou les spécifications techniques. C'est malheureux de voir des fois un appel d'offres pour acheter du matériel informatique. On va faire du copier-coller d'un ancien appel d'offres qu'on a fait il y a 2 ans ou 3 ans, alors qu'on sait très bien que dans le domaine des technologies de l'information, tous les 3 mois, il y a une nouvelle génération d'ordinateurs qui arrive, il y a de nouvelles technologies. Donc, vous voyez, il faut voir l'évolution du marché pour adapter son processus de passation de marché. J'ai parlé des technologies de l'information, mais ça peut être dans différents domaines. Au niveau de l'agriculture, les pompes pour aller chercher de l'eau dans les puits, ça évolue. Il y a beaucoup de choses qui évoluent et donc il faut veiller à ça. L'optimisation des ressources, que ce soit les ressources humaines ou les ressources financières. Il faut les optimiser parce que les finances publiques, ce n'est pas une poche infinie. On sait très bien que dans le contexte actuel, les ressources financières sont de plus en plus difficiles à réunir. Donc, pour ne pas dilapider l'argent du public et être efficient, il faut optimiser les ressources et s'assurer qu'on achète les bonnes choses de la meilleure façon. La confiance du public, elle est très importante dans la passation de marché parce que selon l'expérience que je vois, les gens pensent toujours que quand on parle de passation de marché, on parle de magouille, on parle de corruption, on parle de conflit d'intérêts et ainsi de suite. Il faut rétablir la confiance du public dans la passation de marché et tout cela, cette confiance vient en appliquant les principes de base, la transparence, l'équité, l'économie et ainsi de suite. Ça va donner une confiance et quand je parle du public, c'est aussi les fournisseurs, sachant qu'on va faire affaire avec le secteur privé et ce secteur privé, il a besoin d'être rassuré que si je dépose mon offre, ben, elle va être étudiée équitablement et que le meilleur gagne. Les fournisseurs veulent s'assurer que ce n'est pas nécessairement que leur offre ne soit pas retenue. L'essentiel, c'est que le processus se fasse sur des règles équitables et que le meilleur gagne. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas en faisant des entorses pour faire gagner un fournisseur par rapport à d'autres. Alors ça va miner la confiance du public et du secteur privé. Les finances publiques, je viens de parler, c'est lié avec l'optimisation des ressources. Il faut faire attention, on ne peut plus dépenser à l'infini. On doit, disons, vivre avec ce qui existe comme finances publiques et donc ne pas dilapider. Et ça rejoint le point suivant, faire du gaspillage, des malversations, de la corruption.
Il faut éviter ça à tout prix. Et finalement, un autre défi, c'est de tenir compte introduire le développement durable dans les acquisitions. Donc ça aussi, ça devient un élément de plus en plus présent dans la passation de marché, c'est-à-dire quand je vais acheter un bien, quand je vais construire un bâtiment ou une route, ben, les aspects environnementaux et sociaux doivent être pris en compte dans la passation de marché, c'est-à-dire acheter des biens, par exemple, des fournitures qui respectent l'environnement. Quand on construit une piste rurale, ne pas empiéter sur les terrains ou sur la production agricole des petits paysans. Donc, voyez, le développement durable, ça inclut tout ce qui est environnement et social dans la passation de marché. De plus en plus, il va falloir tenir compte de ces éléments-là dans la commande publique. Donc, vous voyez, c'est un peu les défis à relever quand on fait des acquisitions de biens ou de services. Bon, j'en ai parlé. Donc, les changements qui sont opérés actuellement, donc comme je dis, il y a beaucoup un mouvement pour la révision des codes des marchés publics et donc avoir de nouveaux moyens. Par exemple, on introduit plus de flexibilité. Vous allez le voir avec le nouveau règlement de passation de marché de la banque, des arrangements alternatifs au lieu d'appliquer strictement les directives. Donc, on va regarder quelle est la meilleure option pour acquérir un bien au lieu de tout simplement faire une application vraiment stricto sensu des directives. S'assurer que l'adéquation avec le besoin, donc ça veut dire qu'il va falloir faire des études, faire des consultations préalables. Bien sûr, je parle de gros marchés. On ne va pas faire des consultations pour acheter des rames de papier, mais adéquation aux besoins lorsque on va construire un barrage, on va construire un aéroport, on va faire des pistes rurales, etc. Ben, s'assurer qu'il y a un besoin pour que le montage du projet et les appels d'offres qui vont être inclus vraiment convergent vers la réalisation et combler le besoin identifié. La gestion des risques, c'est un élément qui est incorporé maintenant. Et d'ailleurs, là encore, je vous invite au cours de passation de marché, puisque la Banque mondiale, pour les gros marchés, incite à réaliser un PPSD, donc un plan de passation de marché, le PPSD, donc la notion qui n'existait pas et qui maintenant est introduite par les bailleurs de fonds. L'analyse de marché, quand je dis le responsable de passation de marché, n'est plus juste quelqu'un qui rédige des dossiers d'appel d'offres et qui lance des dossiers d'appel d'offres, mais il fait une veille sur le marché ou consulte les gens spécialisés dans un domaine. La notion de rapport qualité-prix, c'est plus nécessairement le moins cher qu'on achète, mais vraiment le produit qui va nous donner un meilleur rapport qualité-prix. Et ça, je prends un exemple très, très simple. Les imprimantes. Vous achetez une imprimante laser qui coûte peut-être 1 000 $, mais sur sa vie utile, peut-être 4 ans ou 5 ans, si on inclut le coût de consommation des cartouches d'encre, on va voir que sur 4 ans ou 5 ans, une imprimante qui vaut 1 000 $ va revenir moins cher qu'une imprimante à jet d'encre qui, elle, va utiliser des cartouches d'encre et sur la durée de vie va nous revenir plus cher. Donc, vous voyez, il y a une imprimante au laser qui coûte 1 000, une imprimante à jet d'encre qui coûte 100 $. Mais si on compare l'utilisation durant une vie utile, on se rend compte que le produit qui était cher revient beaucoup moins cher à la longue. Donc, c'est un exemple simple. Il faut avoir une vision à long terme et la notion de durabilité. Trouver des solutions appropriées, donc faire des montages pour que la passation de marché soit
efficientes. Quand je dis des solutions appropriées, par exemple, ça peut être des achats groupés. Par exemple, un ministère qui veut acheter des véhicules, ben pourquoi pas les 5 ou 6 ministères qui vont acheter des véhicules ne se mettent pas ensemble puis font un achat groupé. Ils vont avoir des économies d'échelle et en même temps, au lieu d'avoir 5 appels d'offres, parce que c'est 5 ministères pour la même chose, ben, on va avoir un seul appel d'offres. Donc, ça revient à avoir une vision stratégique de la passation de marché, gérer les parties prenantes, établir des partenariats, ça aussi, ça vient d'introduire un peu les accords cadres, par exemple, où on a un partenariat ou un accord cadre avec une institution sur 3 ans pour fournir tel service et ainsi de suite. Donc, c'est des façons qui sont introduites, qui sont recommandées par les bailleurs, par les différentes institutions et que les gens de la passation de marché devraient en tenir compte. Les risques qu'on encourt si on ne maîtrise pas le processus de passation de marché, ben forcément, c'est les retards et le non-respect des échéanciers de projet. Dans ma carrière, j'ai vu, et ça continue encore, la passation de marché représente un goulot d'étranglement dans la réalisation des projets. Les échéanciers des projets sont tout le temps reportés parce qu'on n'arrive pas à réaliser les appels d'offres. On le voit, je peux vous donner des exemples, plein d'exemples, des projets nous-mêmes qu'on a réalisés, des mandats qu'on a gagnés et jusqu'à présent, on n'a même pas encore signé le contrat parce qu'on est toujours dans le processus de passation de marché et forcément, le projet ne pourra pas respecter ses échéanciers parce que nous, tant qu'on n'a pas signé le contrat, on ne peut pas commencer. Et vous voyez, ça a un impact, par exemple, je sais, on a un appel d'offres sur lequel on travaille actuellement et le projet va se terminer, je pense, au mois d'avril, mais on n'a même pas encore commencé l'exécution du mandat qui devrait normalement durer 6 mois. Alors, vous imaginez un mandat qui devrait durer 6 mois, la date du projet qui doit se terminer dans 2 mois, forcément, le projet devrait retourner au niveau de la Banque mondiale pour demander le report de la date de clôture du projet. Bon, avec tout ce que ça comporte. Donc, vous voyez, ça, c'est des risques qu'on prend si on ne maîtrise pas la passation de marché. Des coûts supplémentaires et dépassements de budget, on le voit des fois. Si on n'achète pas le bon produit, on se rend compte qu'on a fait une erreur. Ben forcément, on va devoir faire un autre appel d'offres. Et donc, c'est des coûts supplémentaires, c'est des dépassements de budget, ce qui n'est pas souhaitable parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Les finances publiques sont à tenir en compte. Il n'y a pas un budget illimité. Acquisition de produits, de services ou travaux de mauvaise qualité, ça peut être engendré aussi si on a rédigé un mauvais cahier des charges ou des spécifications techniques. Il y a tous les problèmes d'éthique et de conflit d'intérêts. Vous savez de quoi je parle, toutes les notions de corruption, de collusion, de conflit d'intérêts. Et en passation de marché, je souligne, quand on parle de conflit d'intérêts, ce n'est pas juste le conflit d'intérêts qui est important, mais l'apparence de conflit d'intérêts. Plusieurs experts le soulignent, c'est qu'il faut éviter aussi la notion d'apparence de conflit d'intérêt. Donc, vous voyez, si vous êtes responsable de passation de marché, ce n'est pas juste le fait que vous n'avez aucune part dans la société qui va fournir le service ou un lien, elle appartient à votre frère, votre cousin, ou il y a des intérêts dans la société qui va fournir les biens, mais s'assurer qu'il n'y ait même pas apparence de conflit d'intérêt. Éviter tous les litiges avec les fournisseurs parce que ça aussi, ça peut mener à des procès, qui sont à l'infini devant les cours de justice qui peuvent durer des années et tout ça, c'est de l'argent perdu, du temps perdu et ainsi de suite. Donc ça, ces risques, il faut les éviter et pour les éviter, c'est maîtriser le processus de passation de marché. Donc, vous voyez, les acteurs qui réalisent la commande publique, c'est un ensemble de compétences. La passation de marché exige un ensemble de compétences
tout à fait spécifiques qui en font un vrai métier. C'est pour ça qu'on pousse vers la professionnalisation pour que le métier d'acheteur public, ceux qui sont responsables de la passation de marché, soit reconnu en tant que professionnel et que le métier d'acquérir des biens et services soit reconnu à part entière au niveau des administrations, par exemple. Et donc, je veux faire juste une petite, quand on parle de professionnalisation, il y a la professionnalisation en elle-même qui est de façon globale institutionnelle. C'est les institutions qui vont aller vers la professionnalisation, mais ça n'empêche pas le professionnalisme des individus qui sont au niveau de la commande publique. Les deux vont de pair. On peut aller vers la professionnalisation, donc les institutions mettent en œuvre ce processus et facilitent les choses. Par exemple, la fonction publique d'un pays va reconnaître le métier d'acheteur public dans la liste des métiers et avec un salaire, avec une hiérarchie et ainsi de suite. Mais ça n'empêche pas que les individus qui vont exercer doivent avoir du professionnalisme dans l'exercice de leur métier. Bon, je pense que je suis en train de déborder un peu, je vais aller plus vite. Donc, l'idée de la professionnalisation, c'est que dans le passé, on avait des gens qui exercent les achats publics, mais qui n'ont pas nécessairement une formation dans le domaine. Historiquement, si vous regardez même les appels à candidature, on va demander des juristes, des économistes, des gens qui, des fois, c'est juste par ancienneté dans le métier, ils n'ont pas nécessairement une formation dans le domaine et qui vont devenir des personnes, ou des fois c'est par ancienneté, des fois c'est juste parce que c'est un parent du ministre qu'on va nommer dans telle fonction et ainsi de suite. Là, il faut se diriger vers le futur. Le futur, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire que l'acheteur public, ceux qui vont exercer ce métier, doivent avoir des compétences dans le domaine et donc une formation dans le domaine pour exercer ce métier. Et c'est ça qu'on va parler de professionnalisation. Donc, pourquoi on parle de professionnalisation? C'est de disposer de compétences avérées. Ça, c'est le premier point. Quand on fait la professionnalisation, on va vers la professionnalisation. L'objectif, c'est d'avoir des personnes compétentes qui occupent les postes. C'est de bâtir la confiance du marché. On va s'assurer que le public, les fournisseurs ont confiance parce que c'est des gens qui connaissent le métier, qui vont agir selon les règles de l'art et respecter l'éthique professionnelle dans ce processus-là. On va contribuer au développement durable parce que, comme je disais tout à l'heure, les gens qui vont acquérir des biens vont inclure la notion de durabilité dans leur acquisition, tenir compte de l'environnement et tenir compte des aspects sociaux, les impacts sociaux d'un appel d'offres sur les populations. Quand on fait de la professionnalisation, on va normaliser et standardiser. Ça veut dire qu'on a un cursus, ça va être probablement un parcours académique à suivre, ça va être une accréditation à avoir. Donc, on va normaliser et on va standardiser, c'est-à-dire que tout le monde applique les mêmes règles et des règles de haut niveau, des règles qui répondent aux meilleures pratiques qui existent au niveau international. Alors, quand on va vers la professionnalisation, ça va amener cette normalisation, cette standardisation des pratiques. Il y a un encadrement du métier. Forcément, lorsque ce métier va être reconnu, il va être encadré.
on va voir si on crée un corps de métier au sein de la fonction publique, forcément, ce corps de métier va avoir pour occuper, par exemple, le poste de contrôleur des marchés publics, il faut avoir tel niveau de formation, il faut avoir telle année d'expérience et ainsi de suite. Donc, vous voyez, le métier va être encadré. Il va y avoir des sanctions, bien sûr, quand on ne respecte pas le code d'éthique, parce que là encore, la professionnalisation, comme je dis, va induire la création d'un corps de métier, peut-être va induire la création d'un ordre professionnel, des associations. On va voir la différence entre les différents éléments, mais donc tout le monde va respecter un code d'éthique standard et ça va amener de la confiance et de la bonne gouvernance. Il y a un statut qui vient avec ça. Forcément, quand on va professionnaliser, les gens qui exercent ce métier vont avoir un statut officiel au niveau de la fonction publique parce que ça va être reconnu, tel poste, tel va répondre à tel grade avec tel statut et telle rémunération. La rémunération est importante dans ce domaine-là. Si le métier n'est pas reconnu, il n'est pas standardisé, comme on dit, n'est pas encadré, donc on va jongler avec des rémunérations standards qui sont dans la fonction publique. Mais en ayant cette reconnaissance d'un métier, il y a une rémunération qui va être décidée pour les gens qui exercent ce métier. Et comme je dis, c'est important, fondamental. Vous imaginez quelqu'un qui gère des appels d'offres de plusieurs millions, mais que son salaire est de quelques centaines ou de milliers de francs CFA, alors qu'il va attribuer des marchés de plusieurs millions ou milliards de francs CFA. Il y a des tentations. On est des êtres humains et ça, c'est un élément que personne ne peut anticiper que par des balises, un encadrement pour éviter les dérapages dans la passation de marché. Donc, il faut que les gens qui exercent ce métier aussi aient une rémunération adéquate par rapport aux risques qu'ils prennent, par rapport à l'ampleur des marchés. Comme ça, on va éviter certains risques liés à la corruption, la collusion, le conflit d'intérêts et ainsi de suite. Oups. Donc, par où on commence, c'est quoi, qu'est-ce que ça veut dire la professionnalisation? Quelques éléments de réflexion. Ça commence déjà par des réformes des systèmes de passation de marché. Ça, c'est un premier pas. On peut revoir notre code de passation de marché, revoir notre façon de faire au sein. Donc, c'est des chantiers que les États peuvent mettre en place. C'est aussi avoir des accréditations. Et là, je ne prêche pas seulement pour notre paroisse, parce que vous savez, CETIM offre une accréditation, mais on va voir, vous pouvez avoir votre propre accréditation, vous pouvez vous fier à des accréditations existantes ailleurs. L'essentiel, c'est que les gens qui exercent ce métier vont être accrédités pour le faire. Et accrédités pour le faire, c'est-à-dire on va mesurer leurs compétences et cette accréditation, on va voir, elle a une durée dans le temps. C'est-à-dire que les gens qui sont accrédités pour exercer le métier, au renouvellement de leur accréditation qui peut aller de 3 à 5 ans, s'il se passe quelque chose qui n'est pas conforme pendant l'exercice de leur métier, cette accréditation n'est pas renouvelée. Et ça rassure, ça donne la confiance, c'est une bonne pratique. Le renforcement des capacités, on a vu que les marchés évoluent, les pratiques évoluent, il faut qu'il y ait des cursus, il faut qu'il y ait des parcours de formation et la formation continue pour que les gens qui travaillent dans ce domaine puissent au moins une fois par année avoir des formations, que ce soit des formations en ligne, des formations en présentiel, mais de continuer à acquérir des connaissances dans ce domaine-là parce que ça évolue, c'est un domaine qui est dynamique. L'utilisation des technologies de l'information, on le voit avec tout ce qui est dématérialisation dans la passation de marché. Mais attention,
quand on parle de dématérialisation, quand on parle de technologie de l'information, l'être humain est toujours au cœur du processus. On ne va pas faire disparaître les êtres humains. Ce n'est pas les ordinateurs qui vont adjuger des contrats. Ce n'est pas les ordinateurs. Peut-être que dans quelques années, on va arriver avec l'intelligence artificielle. Peut-être, je ne sais pas, je serai peut-être même plus là, mais l'idée, c'est que les technologies de l'information vont être un appui, une aide à la décision, mais ne vont pas remplacer l'être humain. Donc, je tenais à souligner parce que l'intervention humaine va être toujours là dans le processus des acquisitions de biens et de services. Et c'est lié au point suivant, l'automatisation des processus. Ça va impliquer, on va répondre à un besoin d'efficience. Donc, il y a des choses qu'on peut automatiser facilement et donc gagner et faire des économies. Des groupements stratégiques des achats, j'en ai parlé tout à l'heure. Par exemple, les ministères qui achètent des véhicules, vous savez, ça existe au niveau des Nations Unies, les achats groupés où plusieurs projets, par exemple de la Banque mondiale, vont réunir toutes leurs commandes et ils vont passer auprès des agences des Nations Unies. On sait par exemple au niveau pour l'éducation, pour la santé, pour les véhicules, il y a plusieurs agences qu'on peut faire. Donc ça, c'est des groupements stratégiques pour avoir des économies d'échelle. Aussi, une autre façon d'amorcer la professionnalisation, vous savez, le MAPS, qui est une organisation qui veille sur les pratiques, qui ont mis en place une méthodologie et donc vous avez tout un processus. Je ne vais pas rentrer dans le domaine parce qu'on en a pour quasiment une journée juste sur la professionnalisation. Le MAPS a mis en place des indicateurs qui vont vous permettre de voir jusqu'à quel niveau votre commande publique et à quel niveau de professionnalisation, quels sont des indicateurs pour mesurer le niveau de professionnalisation. Donc, ça, c'est juste une piste de réflexion de aller voir au niveau du MAPS. Il y a tout un chapitre sur la professionnalisation de la commande publique. J'ai parlé de l'ordre professionnel. Un ordre professionnel, c'est un peu plus difficile de créer actuellement parce qu'on a les ordres des médecins, les ordres des avocats, des comptables, etc. Pourquoi pas un ordre des professionnels de la commande publique? Mais l'avantage de l'ordre, ça protège le public parce que les gens qui sont membres d'un ordre professionnel doivent respecter l'éthique professionnelle, doivent suivre des cours, ils répondent à des critères pour être membre d'un ordre professionnel. Donc, ça donne une garantie au public quand on va s'informer que cette personne, est-ce qu'elle fait partie d'un ordre professionnel. Et l'ordre professionnel va être intéressant à créer, c'est surtout pour les gens dans la passation de marché qui ne font pas partie du personnel ou des fonctionnaires qui travaillent pour l'État. C'est les personnes qui travaillent sur la passation de marché en tant que consultants individuels. Donc, ils font ça à titre personnel, c'est leur métier. Ils vont travailler avec des projets. Donc, eux, ils ne font pas partie du corps de métier parce que le corps de métier, c'est créé au sein de la fonction publique. C'est ça la différence. Donc, le corps de métier, c'est au niveau institutionnel. Donc, la fonction publique va reconnaître un métier et les gens qui travaillent pour le gouvernement vont être reconnus comme tels. Mais les consultants individuels qui ne font pas partie des fonctionnaires de l'État, eux, comment reconnaître leur métier? C'est pour ça qu'un ordre professionnel peut être utile à créer parce qu'à ce moment-là, il peut gérer les deux, que ce soit les gens qui sont fonctionnaires, que ce soit les gens qui travaillent au niveau du secteur privé. Une association, généralement, l'association, c'est les gens qui partagent une vision commune, un métier. Donc, les gens qui travaillent dans la commande publique peuvent se réunir en association, mais il faut savoir que l'association protège les intérêts de ses membres. Alors, vous voyez un peu la distinction entre les différents
les différentes façons de s'organiser dans la passation de marché. Donc, je passe très rapidement parce que j'en ai parlé. Finalement, les accréditations, vous pouvez avoir une accréditation à l'interne développée et on l'a réalisée au sein de ces teams avec certains projets où ils voulaient développer leur propre accréditation interne. On l'a fait avec différents pays. C'est tout à fait possible. À ce moment-là, ils deviennent autonomes. Si je prends l'exemple de l'ARCOP au Burkina Faso, on les a appuyés à développer leur accréditation interne. On peut aussi développer un partenariat avec un organisme accréditeur. Et comme je dis, CETIM est un organisme accréditeur, mais pour respecter l'honnêteté professionnelle, je ne vais pas parler uniquement de notre institution, mais il y a certainement d'autres institutions qui peuvent donner une accréditation externe. Le plus important à savoir, c'est que si vous développez votre accréditation à l'interne, il faut savoir qu'on part de zéro. Il y a tout, c'est la création des examens, c'est s'assurer que le processus va être intègre et ainsi de suite. Donc, si vous n'avez pas la capacité, les moyens de développer votre accréditation, l'autre option, c'est de s'associer avec un organisme accréditeur. Comme je donne l'exemple, CETIM international, mais de façon générale, avant de faire votre choix sur un organisme accréditeur, il faut voir cette accréditation. Est-ce qu'elle est de qualité? Est-ce qu'elle est sérieuse? Quelle est la réputation de cette accréditation? Quelle est sa pertinence face à votre domaine d'expertise? Est-ce que cette accréditation est livrée à distance ou en présentiel? Combien ça coûte? Est-ce qu'elle est facile d'accès? C'est tous ces éléments-là que vous allez tenir compte lorsque vous allez choisir votre organisme accréditeur qui va vous accompagner dans ce domaine-là par rapport à l'accréditation de vos ressources. Finalement, je vais m'arrêter là avec cette diapo pour laisser quand même quelques minutes à des questions. C'est que la formation de formateurs, j'en parle parce que dans le domaine de passation de marché ou n'importe quel domaine, ce n'est pas uniquement le fait d'être expert dans un domaine qui nous donne l'habilité d'être formateur. On peut être un expert avec les meilleurs diplômes du monde et très, très bien, mais on n'est pas un bon communicateur parce que la formation, c'est de transmettre du savoir-faire, du savoir-être et ainsi de suite. Donc, un bon formateur est un communicateur, un bon planificateur, un bon organisateur, un coach et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler. Ce n'est pas parce qu'on est accrédité, ce n'est pas parce qu'on est expert dans un domaine donné qu'on est forcément bon formateur. C'est toutes des habiletés qu'on développe avec le temps. On peut les acquérir et c'est pour ça qu'il y a des formations de formateurs pour nous donner les habiletés. Il y en a qui vont l'avoir avec facilité. Il y a des gens qui, c'est inné, ils ont le trac pour parler devant les gens, ils ont un blocage devant un auditoire et donc ce n'est pas bon pour transmettre du savoir. Alors ça, c'est très important. C'est pour ça que je voulais souligner la formation de formateurs. Bon, la présentation va être disponible, mais on a tout un système de gestion des accrédités. Je vais passer rapidement. Comme je vous dis, juste pour vous donner des exemples d'accréditation qui sont donnés à ces teams, mais comme je dis, par honnêteté intellectuelle, je ne vais pas prêcher uniquement pour notre paroisse, mais ça existe. D'autres accréditations, c'est à vous de choisir votre accréditation, mais nous, on a développé une série d'accréditations avec un système et une plateforme de gestion des accrédités. Il y a même les diplômes qui peuvent être reçus de façon informatisée et ainsi de suite. Donc,
Voilà, je vous remercie de votre attention et on va ouvrir la période de questions. Je suis à votre disposition pour les prochaines minutes. Merci beaucoup.